Moi, je ne veux plus entendre parler de ce dossier. Je suis menacé de mort. Débrouillez-vous sans moi. Je m'appelle Alexandre Jean, je suis directeur de la succursale de Nancy pour Couturerie. On révèle parfois des secrets de famille, parfois des secrets de famille qui peuvent être douloureux. C'est un métier qui est passionnant, que j'adore. On est en septembre 2015, je viens de démarrer mon métier chez Couturerie. Un notaire de la Meuse me contacte et me dit « Monsieur Jean, j'ai un dossier spécial à vous confier. J'ai été contacté moi-même par un monsieur que je connais bien, un client, qui me dit être le seul héritier de Max, son cousin en ligne paternelle. Max est une personne qui était économe, qui avait hérité de ses parents, qui avait investi son argent dans des appartements à Paris. Bref, sa succession est assez opulente, elle excède le million d'euros. Il y a un vrai enjeu par rapport à sa succession, et l'enjeu particulier est que si on retrouve ne serait-ce qu'une seule personne du côté de la maman, eh bien, ils seront amenés à partager cette succession. Donc c'est dans ce cadre que j'ai été amené à faire des recherches. On retrouve les grands-parents, et là c'est la première surprise de ce dossier. Les grands-parents sont des Parisiens, mais le monsieur fait le métier de négociant à l'international. Et on apprend finalement que ce couple se rend très régulièrement en Argentine, en Uruguay. Moi, en tant que généalogiste, c'est une vraie alerte. Ils ont pu avoir des enfants là-bas. Et par conséquent, si on devait trouver des enfants, ce seraient des oncles ou des tantes par rapport à Max, notre défunt. Ils peuvent avoir eu eux-mêmes des enfants qui seraient à ce moment-là des cousins et des cousines de Max. Je comprends qu'il va falloir traverser l'Atlantique, lancer des recherches internationales. On dépêche une équipe spécialisée avec toujours le passeport en poche en Argentine, en Uruguay. Ils passent au peigne fin à l'état civil, ils vont dans les tribunaux, ils vont dans les registres, recueillent des témoignages et puis, à un moment, ils font mouche. Les grands-parents ont bien eu des enfants à Montevideo, en Uruguay. Ils ont eu un garçon, une fille. Le garçon est décédé, il ne laissera pas de postérité. Par contre, la fille, qui est la tante du défunt, s'appelle Anna. Elle est née en 1897, elle décède en 1945 et elle a pu elle-même avoir eu des enfants en Uruguay. Auquel cas, ce seraient des cousins par rapport au défunt. On aurait à ce moment-là un héritier, au moins en ligne maternelle. Cette équipe internationale redouble d'intensité les recherches et là, miracle, elle retrouve 4 enfants. Parmi les 4, 3 sont décédés, mais la cadette est née en 1918. On est en 2015, elle s'appelle Irma et elle est en vie. Elle a 97 ans. On finit par la retrouver. Cette dame habite à une journée de piste de la première ville. Elle vit sur un bord de mer, j'ai même pas envie de dire une plage parce que c'est vraiment un endroit complètement perdu. Dans un cabanon, elle n'a pas d'eau, pas d'électricité. Elle vit dans des conditions les plus modestes, voire les plus pauvres qu'on puisse imaginer. Les enquêteurs vont à sa rencontre. C'est une révolution pour cette dame. Elle recueille un héritage qui, une fois que les droits de succession auront été payés, représente à peu près 300 000 €. Le salaire moyen en Uruguay est de 900 € par mois. Donc c'est une gigantesque fortune qu'elle s'apprête à recevoir, ce qui évidemment pourrait changer sa fin de vie. Le problème qui se pose, c'est que Irma, à l'image de ses conditions de vie, n'a pas de compte bancaire. Pour nous qui souhaitons lui faire un virement, on comprend vite que c'est un problème. On demande à Irma de se faire assister de sa petite fille, qui s'appelle Isabella, pour faire toutes les démarches, créer un compte en banque. Isabella, le profil, c'est une dame qui est de bonne moralité, mais c'est quelqu'un d'un petit peu bavard. Alors elle commence à en parler à droite et à gauche, sans trop se méfier. Et puis l'information commence à diffuser et arrive dans de mauvaises oreilles. Un homme qui est très lointain dans la famille par rapport à Irma, l'héritière, et qui, alors que Irma est en vie, dit d'ores et déjà, le jour où elle décédera, je revendique le bénéfice d'un testament. Depuis Nancy, la situation est donc extrêmement tendue pour moi, puisque l'avocat qui me sert d'interlocuteur me dit d'ailleurs « Moi, je ne veux plus entendre parler de ce dossier, à me retrouver au milieu du champ de tir entre sa petite fille
et ce monsieur qui prétend être légataire, je suis menacé de mort, débrouillez-vous sans moi. Mon réflexe est de me dire, il faut que je m'empresse de payer Irma. J'obtiens le RIB d'Irma, je lui fais un virement, réponse de la banque, quasiment 300 000 € qui arrivent de la France sur un compte en banque qui vient d'être ouvert par une dame de 97 ans qui jusque-là vivait dans la pauvreté, c'est un petit peu douteux. Donc la banque refuse le virement et me dit il va falloir me donner des explications complémentaires. Je fais traduire par un traducteur assermenté l'ensemble des actes notariés, ça prend 2-3 semaines. Et puis à nouveau, je m'adresse à la banque en me disant ça y est, l'histoire s'arrête. Réponse de la banque, je ne peux pas accepter votre virement, Irma est décédée, le compte a été clôturé. Alors je comprends qu'Irma ne va jamais toucher cet argent. Et j'ai donc 2 interlocuteurs, sa petite fille et ce monsieur qui revendique un testament dont on ne saura finalement jamais si c'était réellement de la main d'Irma ou s'il l'avait lui-même truqué. En tous les cas, la petite fille et lui finissent par tomber d'accord et obtenir moitié-moitié. Cette histoire m'a particulièrement marqué parce qu'elle m'a fait l'effet d'un de ces films dont on se dit que l'histoire a été très jolie, mais que finalement, on aurait aimé que ça se termine différemment et que ça soit joli jusqu'au bout.